J'espère que vous avez bien pu profiter de la projection, que tout le monde a pu trouver son petit endroit pour voir les sous-titres. Enfin, pour ceux qui ne parlent pas, qui parlent allemand pour moi. Voilà, je vous laisse, si vous avez des questions pour pour Michael et Gaël, ou voilà, si vous voulez partager un peu vos ressentis sur le silence des mots. Voilà. Après, je vous inviterai, si vous voulez, à aller à l'écomusée où on a le vernissage d'une exposition de bande dessinée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Gaël et Michael, bienvenue. Eh bien, bonjour. Merci d'être venu, merci pour votre curiosité, merci d'avoir assisté à la projection de ce film. Donc, il y a un film qu'on a tourné en septembre 2021 et qui est donc sorti quelques mois plus tard, donc au printemps 2022. Voilà, le dossier n'a pas avancé pour ces femmes. On en est toujours au même point. Ces femmes ont toujours une vie compliquée. On a la chance de pouvoir continuer à échanger, à se voir. La vie est toujours bloquée pour elles, mais je pense que ce film a eu quand même pour effet de sensibiliser sur une histoire méconnue à l'intérieur du génocide des Tutsis au Rwanda, à l'intérieur de l'opération turquoise. C'est-à-dire que ces viols commis par des soldats français étaient connus simplement que par un petit groupe de gens qui s'intéressent à la question. Voilà, donc ça c'est une contribution à la mémoire de cette histoire. Bonjour, je ne vais pas ajouter grand-chose à ce qu'a dit Gaël. Juste expliquer peut-être notre démarche, pourquoi nous avons décidé de faire ce film. Au-delà du cas de ces trois femmes dont on avait entendu parler, nous, dans la démarche, il n'y avait pas une démarche journalistique, il n'y avait pas une démarche d'enquête, il n'y avait pas une démarche d'investigation pour retrouver les auteurs de ces crimes, de ces viols, de ces agressions sexuelles, mais on avait uniquement envie avec Gaël de leur donner un espace en fait à ces femmes, un espace de parole, et juste de recueillir leurs témoignages, leurs récits, afin qu'elles ne restent pas isolées sur leur colline du Rwanda. C'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui, il y a ce film et il y a une parole qui est diffuse et qui permet à ces femmes de ne pas être uniquement des noms sur des dossiers judiciaires, mais d'avoir une parole et d'avoir un récit qui peut gagner en tout cas le plus de personnes possible. C'est-à-dire que même auprès de la justice, ce film a été versé au dossier judiciaire par l'avocate de ces femmes, l'avocate française, et on va dire que la nouveauté, c'est que le juge, qu'il regarde ou pas, qu'il se penche ou pas sur les cas de ces femmes, a la possibilité d'avoir le récit de ces femmes, entièrement, de longues heures de récit, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce film. On s'était dit avec Gaël que si elle n'avait pas porté plainte elle-même auprès des autorités, enfin de la justice française, on n'aurait probablement pas fait ce film. Et là, sachant qu'il y a plus de 15 ans, les premières plaintes sont arrivées sur les bureaux des juges français du pôle génocide et crimes contre l'humanité, et qu'aujourd'hui, en 2023, il n'y a toujours rien, voilà, ça nous paraissait important de leur donner la parole et de la livrer au public. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Simplement, combien de femmes ont porté En fait, ces femmes font partie de deux dossiers de 6 femmes. Il y a 6 femmes qui ont officiellement porté à la connaissance de la justice française leur plainte. Nous, on en a vu 3. Il y en a 3 autres, en effet, qui vivent au Rwanda. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres femmes qui ont été violées, on ne sait pas. Probablement. En tout cas, d'après les témoignages, il y en a d'autres.
Il y en a certaines qui sont décédées aussi, d'après ce que nous ont dit les 3 femmes que vous avez vues dans le film. Mais aujourd'hui, officiellement, auprès de la justice française, il y a 6 femmes. Voilà. Et comment elles sont venues à porter plainte du coup est-ce que, parce que vous disiez qu'elles ont porté plainte par elles-mêmes, mais donc du coup, vivant au Rwanda, comment ils ont eu l'information pour pouvoir porter plainte? Alors, il y a eu des associations en fait. Il y a eu plusieurs choses. Il y a une femme qui s'appelle Annie Faure, qui est une ancienne médecin de Médecins du Monde, qui est allée recueillir les premières plaintes en 2004. Et elle s'est associée à une association qui s'appelle Ibuka, qui est une association de victimes du génocide des Tutsis, voilà, qui existe partout dans le monde, notamment en France. Et ensemble, ils ont porté en fait à la connaissance de la justice le cas de ces femmes, et au fur et à mesure, ont recueilli plusieurs plaintes. Et ces associations ont fait venir ces femmes, pas toutes, certaines de ces femmes, notamment Concessa, que vous avez entendu, qui est la plus présente dans le film, est venue en effet en 2009 en France et a été interrogée par le juge. Voilà. Et du coup, pourquoi le dossier n'avance pas? Je veux dire, techniquement... Techniquement, en effet, il y a eu un volet technique et il y a probablement un volet surtout politique. Mais pour le volet technique, la justice estime qu'à partir du moment où il n'y a pas de documents, de preuves tangibles versés au dossier côté armée, on ne peut pas avancer en fait. Il y a des membres de l'armée qui ont été, les responsables de l'époque ont déjà été auditionnés il y a une dizaine d'années. Évidemment, tout le monde a nié en bloc. À partir du moment où il y a eu, déjà des interviews, des entretiens faits par les juges de soldats qui ont nié, c'est parole contre parole, on va dire. Donc pour le moment, le dossier est ouvert. Il n'y a aucune pièce qui a été versée. Et l'avocate de ces 3 femmes a demandé, pour faire avancer le dossier, elle a demandé en fait au ministère des Armées un trombinoscope de l'époque, qui concerne donc les 2 camps qui ont été évoqués dans le film. Trombinoscope, c'est-à-dire que ça concerne une centaine d'hommes, pas plus. Et l'armée a expliqué qu'il n'y avait pas de trombinoscope. Donc à partir de ce moment-là, le dossier est au point mort, mais il n'est pas fermé. Mais la grande question plutôt, qui est politique, c'est pourquoi il n'est pas fermé. En tout cas, moi, c'est une question qu'on se pose avec Gaël. C'est étonnant parce que s'il n'y a pas de preuves, fermer le dossier. Ils l'ont déjà fait dans d'autres dossiers concernant le génocide des Tutsis, mais concernant la responsabilité française. Il y a déjà eu des fermetures de dossiers, celui-ci n'est pas fermé. Alors que on sait très bien que les tribunaux sont encombrés et qu'ils auraient tout intérêt à le fermer et ça libérerait de la place en quelque sorte, civiquement. Mais il n'est pas fermé, donc c'est-à-dire que potentiellement, est-ce qu'on estime qu'on peut encore avoir une pièce versée au dossier qui fera avancer? Il faudrait aussi que le juge, parce que c'est des nouveaux juges, c'est jamais le même juge, donc là il y a un juge qui a été nommé il y a quelques années, il n'est pas nommé que pour ce dossier bien entendu, donc il faudrait qu'il ait envie de relancer l'enquête, c'est-à-dire aller faire de nouveaux témoignages, de nouveaux recueils de preuves au Rwanda et en France. Bon, ça demande beaucoup de travail, mais voilà. Et politiquement, ça c'est un choix que les jeunes aussi s'expriment on dit le Tutsi, le Hutu, le Rwandais, ne parlent pas français ou anglais. Je ne sais pas, c'est une ancienne colonie. Oui, alors le Rwanda a été sous administration belge. Ouais. Alors c'est la question de la langue. Oui, pourquoi les jeunes les jeunes s'expriment en Kinyarwanda? Oui. Simplement parce qu'elle parle Kinyarwanda dans la vie de tous les jours, c'est vraiment la langue officielle. C'est la langue officielle, c'est la langue que les gens parlent. Non, vraiment la langue que les gens parlent au Rwanda, c'est le Kinyarwanda. Il n'y a qu'une seule langue. Enfin, après, il y a d'autres langues officielles, l'anglais, le français, le swahili sont aussi des langues officielles qu'on retrouve dans les documents administratifs. Oui. Mais dans la vie de tous les jours, les gens parlent en Kinyarwanda. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a eu un enjeu de traduction qui n'était pas évident. Donc, merci aux gens qui nous ont aidés parce que même pour le recueil de la parole, on était aussi dans une démarche où on ne voulait pas couper la parole aux femmes. Oui. Donc, par exemple, Jeanne, elle a parlé plus de 3 heures sans s'arrêter. Et donc après, il faut vraiment tout traduire. On avait beaucoup
on a beaucoup de matière en tout cas. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant aussi voilà, pour la justice d'avoir ce matériau des témoignages. Il y a une autre chose, moi sur ce dossier-là qui attire mon attention, c'est que la plainte a été retenue, malgré le fait qu'on sait qu'il y a prescription normalement pour viol, mais là elle est constitutive de crime contre l'humanité, parce que les juges ont quand même reconnu que si ces femmes avaient été violées, c'est parce que Tutsi. Donc il y a aussi ça qui est intéressant dans ce dossier-là. Vous dissociez le fait qu'il y ait le génocide a été reconnu. C'est-à-dire qu'on leur a coupé le bras, la jambe, oui. Violé, ils ont reconnu à un moment qu'il y a un génocide. Exactement. Donc vous voulez dissocier les deux choses qu'on reconnaît. Ce que je voulais dire, c'était que pour les juges, les viols ont été reconnus comme constitutifs de crimes contre l'humanité pour lequel il y a imprescriptibilité. Voilà, donc c'est-à-dire que le temps ne fera rien à l'affaire. S'ils retrouvaient d'autres dames maintenant, parce que c'est parfois le problème. Oui, c'est parfois le problème avec les viols, c'est qu'on peut dire bon, voilà, il y a prescription, il y a trop longtemps, parce que les faits se sont passés en 1994. Excusez-moi, c'est au bout de combien de temps les prescriptions de viol? 10 ans, oui. Ouais. En plus, après, ça dépend des cas. Oui, parce qu'on entend des jeunes, etc. Oui, ce que dit Hélène, c'est très important parce que elles sont, judiciairement, les plaintes sont sous le pôle génocide et crimes contre l'humanité. Ça change tout en fait. C'est le fait qu'elles aient été entendues sous ce pôle-là, fait qu'on peut continuer à enquêter ad vitam aeternam. Il n'y a pas de... Ça ne s'arrêtera pas parce que ça fait trop longtemps, 30 ans en l'occurrence, mais c'est pas pour ça que ça s'arrête pas. Donc c'est à la bonne volonté du juge en fait. Le film a été diffusé en France, au Rwanda aussi. Oui, alors le film a été diffusé en France. Maintenant, forcément, avec Internet, au Rwanda, il est accessible également. Ça posait beaucoup de questions aussi au fond, parce que témoigner de ce qu'elles ont vécu, alors qu'elles le disent elles-mêmes, parfois leurs filles ne sont pas au courant. C'est-à-dire, et puis leurs voisins, et puis donc c'est beaucoup de conséquences dans leur vie. Donc, moi, je suis très admiratif de leur courage. Alors non, Rwanda, la diffusion, nous avions souhaité la faire à l'Institut français, parce que, enfin au Centre culturel franco-rwandais, parce que ça avait du sens, comme c'est une histoire qui parle des deux pays, et qu'on sortait d'une séquence où Emmanuel Macron était venu au Rwanda pour normaliser des relations diplomatiques avec le Rwanda, avec l'ouverture de ce centre franco-rwandais. Et malheureusement, nous n'avons pas pu le diffuser dans l'enceinte de ce centre pour des raisons politiques, encore une fois. Donc c'est comme quoi On met des barrières. Voilà, c'est une histoire qui déplaît, qu'on a envie de mettre sous le tapis. Voilà, donc ça reste compliqué même 30 ans plus tard. Juste pour les interviews, je voulais savoir comment vous les avez fait. Donc vous avez dit que vous avez parlé, il y en a une en tout cas qui a parlé pendant 3 heures. Donc du coup, qui a mené ces interviews? Comment vous les avez approchées? Est-ce qu'il y a eu tout un travail, je suppose qu'il y a eu tout un travail préparatoire avant? Ouais, enfin bref, sur les interviews. Ah oui, bien évidemment, on n'est pas arrivé le jour même. Ce ne sont pas les dates non plus le jour même. Non, c'est un long processus. Alors la genèse sans parler de la genèse du projet en tant que tel, mais nous on a travaillé avec notre coproductrice rwandaise qui s'appelle Guida, qui est une amie de Gaël notamment, une amie à moi.
Et c'est elle qui a mené les entretiens en fait, c'est elle qui était avec nous en permanence. Lila est elle-même une rescapée du génocide. Et on avait décidé avec Gaël de ne pas faire d'interview, de ne pas faire d'entretien journalistique, comme je disais tout à l'heure, ou même sociologique, c'est-à-dire de laisser la parole en tout cas. Et donc on avait demandé à Lida juste de lancer en fait l'entretien par une première question très large. Racontez-nous les débuts de votre vie et racontez-nous cela jusqu'à aujourd'hui. Et en effet, Jeanne, dont parlait Gaëlle, mais pas qu'elle, c'était très impressionnant. On était donc dans un dispositif très simple avec un chef opérateur, donc un caméraman, Gaëlle et moi, et Lida qui menaient les entretiens dans des endroits qu'on avait décidés avec les femmes. Et elles ont parlé de longues heures, sans qu'on ait à relancer, donc sans que Lida ait besoin de relancer, parce que, notamment Jeanne, et c'était très impressionnant, c'est qu'elle a raconté, quand nous on a traduit ensuite, on a fait traduire les textes, tout est assez cohérent en fait, et assez chronologique. Et comme quoi la mémoire, 30 ans après, en l'occurrence 28 ans, 29 ans après, pour elle, était intacte sur beaucoup de points. Parce qu'on a des centaines et des centaines de pages en fait de traduction du coup. Et ça a été comme ça avec les trois femmes, alors pas exactement de la même manière. Priska que vous pouvez voir, qui est la dernière femme qu'on voit dans le film, est beaucoup plus fragile et a beaucoup plus de difficultés à vivre aujourd'hui et à se pencher sur son passé. C'est beaucoup plus douloureux. Aussi parce qu'elle est moins entourée que Concessa ou que Jeanne. Mais donc ça a été un travail évidemment d'approche de longue haleine. Pour cela, on avait demandé à Lida d'aller les voir régulièrement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. On les a vus avant de venir. On les a vus. Gaël les a vus aussi avant que moi je vienne. Et au fur et à mesure, quand on leur a exposé le projet qu'on avait, en leur expliquant que le projet n'était pas un projet c'était un projet au long cours, c'était pas un projet où on allait venir, leur demander, leur poser 3 questions et repartir. L'idée c'était d'être avec elle pendant une quinzaine de jours, ce qu'on a fait. Et quand je dis avec elle, on est resté vraiment 15 jours ensemble. On a vécu ensemble pendant 15 jours, puisque toute cette traversée du Rwanda, on l'a fait évidemment ensemble. Et donc ça a mis plusieurs jours, et puis on est revenu à Kigali, on les a vus à Kigali, on les a vus avant aussi, etc. Donc il y a eu un travail d'approche, et puis aussi d'amitié qui s'est construit. Et c'est grâce à cela qu'on a pu mener ces entretiens et qu'elles ont pu s'ouvrir de cette manière-là, parce que c'est quand même très courageux de parler aussi librement et aussi crûment de la violence de ce qu'elles ont vécu auprès de personnes et face à des personnes qu'elles ne connaissaient pas au départ, qui viennent de France, qui sont pas rwandais, en tout cas pour moi. Gaël est franco-rwandais, mais malgré tout, en tout cas, elle ne le connaissait pas. Et face à des hommes, etc. Donc voilà, c'est un travail qui a été mené grâce à notre coproductrice. Et les Français sont toujours les bienvenus là-bas ou elles sont complètement marquées Non, il n'y a vraiment pas il n'y a plus de problème avec les Français au Rwanda depuis déjà plusieurs années. Alors, moi je sais que j'ai grandi au Burundi et donc en 94, après le génocide, ma famille qui était réfugiée au Burundi est repartie vivre au Rwanda. À cette époque, je n'avais pas la nationalité rwandaise, donc quand j'arrivais à la frontière pour aller voir ma famille, avec un passeport français, vraiment je me faisais cracher le visage. Il y avait vraiment une animosité contre les Français parce que, comme on l'expliquait, comme peut-être vous le savez, la France pendant des années a soutenu, a encadré militairement et par la coopération politiquement le régime qui a commis le génocide. Donc pour les nouveaux dirigeants, pour les gens qui ont repris le pouvoir ensuite au Rwanda, c'était
voilà, les Français, même dans la population, il y avait une animosité contre les Français. Et puis les choses se sont empirées pour des raisons politiques. La France était dans un déni, la France politique bien sûr, était dans un déni de ce qu'elle avait commis au Rwanda. Donc il y a eu une rupture diplomatique, première en 2006. Et d'ailleurs à ce moment-là, il a même le français qu'on étudiait à l'école a arrêté d'être étudié. Donc il y a toute une génération qui n'a pas du tout appris le français à l'école, voilà, parce que la rupture était si grande. Et puis Emmanuel Macron a rétabli la relation. Nicolas Sarkozy avait commencé, et puis bon, il y a eu à nouveau un clash quelques années après sous Hollande, et donc Emmanuel Macron, avec le soutien à Louise Mushikiwabo, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, candidature à l'Organisation internationale de la francophonie, donc elle est maintenant directrice de la francophonie. Donc, à partir de là, il y a eu voilà, un retour en grâce de la langue française, même dans les établissements scolaires. Donc maintenant, il n'y a vraiment plus de problème. Je veux dire, si vous êtes français, que vous arrivez à Kigali, personne ne va vous insulter parce que vous êtes français. Ouais. Déjà, une grosse merci pour le temps qui était vraiment nécessaire. Ma question, ce serait le rapport avec les jeunes, les filles, les femmes que vous avez rencontrées. Est-ce que dans vos démarches initiales, vous vouliez leur laisser la parole, et sinon, comment ça s'est fait? Et du coup, la question qui en découle, c'est aujourd'hui, quel rapport ont les jeunes générations du coup, par rapport au génocide? Alors c'est une excellente question, notamment sur comment ça s'est déroulé. En fait, au départ, on avait le projet d'interroger ces femmes, de rester auprès de ces femmes. On savait qu'elles avaient des enfants, mais on n'était pas du tout au courant, et ce n'était pas du tout prévu qu'elles viennent avec nous. Et quand on est arrivé quand on a commencé à engager les discussions sur le voyage qu'on devait faire, en fait, à la fois Jeanne et Concessa, aussi Prisca, mais dans un second temps, Jeanne et Concessa nous ont dit nous on vient, mais on va emmener nos filles. On va emmener nos filles parce qu'on veut qu'elles connaissent notre histoire et qu'on préfère en plus être d'abord en groupe et en famille. Et comment dire, je ne vais pas dire que c'était du bonus entre guillemets, ça serait un petit peu vulgaire, mais quand même, ça a été très fort grâce à ça. Grâce à la présence de leurs filles. Parce que c'est une génération qui est née après le génocide, qui connaît évidemment l'histoire du génocide, mais qui ne connaît pas forcément l'histoire de leur famille. Notamment, comme vous avez pu, je ne sais pas si vous l'avez saisi dans le film, mais la fille de Concessa, elle est au courant qu'il s'est passé quelque chose, elle s'est doutée bien entendu qu'il s'était passé quelque chose puisque sa mère a témoigné en France, etc. Mais elle n'a jamais eu les détails en fait, sa mère n'a jamais pu, comme elle le dit, lui raconter ce qui s'était passé. Donc nous-mêmes, il y a eu tout un processus d'explication entre les mères et nous pour leur demander comment on allait pouvoir raconter l'histoire tout en leur expliquant qu'on voulait évidemment aussi avoir la parole de ces jeunes filles. Et ce qui est assez incroyable, il y a une scène du film qui nous a beaucoup ému, c'est que le moment où Jeanne nous emmène sur l'endroit où elle a été violée, c'est la fille de Concessa qui vient la consoler. Et son autre fille, qui est elle au courant de l'histoire, parce que Jeanne lui en a parlé, lui a raconté, et lui a tout raconté. Elle est éloignée avec son téléphone, etc. Et c'est une drôle de situation, si vous voulez, d'avoir la fille qui n'est pas au courant de ce qu'il s'est passé pour sa mère, ou qui n'est pas au courant en détail, en tout cas, de ce qu'il s'est passé, qui console une autre femme, dont la fille, elle, est au courant. Voilà. Donc oui, pour nous, c'était comment expliquer ça? Ça a été très bénéfique d'avoir
ces deux générations en fait ensemble, et surtout on s'est vu avant évidemment avec Kigali, et elles ont vraiment souhaité les mères venir, et puis les filles ont été elles-mêmes très demandeuses de ce voyage. C'est presque un voyage initiatique pour elles sur les traces et ce qui reste de la violence de ce qu'ont vécu leurs mères. Vous avez aidé à faire un lien entre... Peut-être, oui. Pour aller au bout de la question, excusez-moi, après je reviens vers vous. Oui, alors il faut se rendre compte que le Rwanda c'est minuscule hein, comme pays. Je dis souvent c'est pas plus grand que la Bretagne. Ces filles n'étaient jamais allées dans la région de leur mère. Donc c'était aussi pour elles un retour aux racines, des racines bien sûr que le génocide a rompu parce qu'il n'y a plus personne. Ce sont des femmes qui ont survécu à la mort de tous les leurs, mais c'était aussi quand même retourner sur les terres à l'ouest du pays, au bord du lac Kivu. Et donc, concernant la jeunesse rwandaise, c'est très difficile pour eux. C'est très difficile. Alors, il y a des cas différents, c'est-à-dire en fonction de si on a des origines Tutsi ou des origines Hutus, ça change aussi la donne. Moi, pour m'entretenir en ce moment avec des jeunes rwandais donc nés après le génocide sur cette question-là, les jeunes Hutus disent qu'effectivement il y a une culpabilité, qu'on le veuille ou non, qui est là, un ressenti, et donc qui est très mauvais parce qu'on ne peut pas se construire dans une société avec un sentiment de culpabilité. Pour les jeunes d'origine Tutsi, parce qu'il n'y a plus, les catégories sociales n'existent plus dans le Rwanda d'aujourd'hui. Hein. À l'époque, avant le génocide, sur la carte d'identité, il était écrit Hutu, Tutsi, les gens se définissaient de cette façon-là. Maintenant, non seulement c'est prohibé par la loi de se définir comme ça, et puis même, je n'arrive pas que les gens disent bonjour, contrairement au Burundi par exemple. Hein, parce que moi j'ai grandi au Burundi, c'est encore quelque chose qu'on peut faire assez facilement, mais pas au Rwanda. Et donc les familles d'origine Tutsi, c'est compliqué parce que il y a la blessure du génocide, donc il y a des traumas, les enfants vivent avec les traumas de leurs parents, avec des absences, des silences, etc. Voilà, comme tous les enfants qui viennent d'une communauté qui a subi un génocide. Merci beaucoup. Merci pour le film. J'aimerais savoir s'il y a eu aussi des filles Hutus violées. Si elles étaient violées, est-ce que vous avez pu les interviewer? Alors, nous, la démarche, on ne l'a pas pris au départ, on n'a pas fait cette démarche en se posant la question de est-ce qu'il y avait des filles Hutus ou des filles Tutsi. C'est-à-dire qu'il se trouve que dans le cas de ce film-là, les femmes sont Tutsi parce qu'elles étaient des réfugiés Tutsi pendant le génocide et que ces réfugiés Tutsi ont été encadrés par les militaires français à un moment, à la fin du génocide, en juillet 1994. Donc dans le camp en fait, de réfugiés, plus de 95% des réfugiés étaient des Tutsis, donc des femmes Tutsi. Donc, je peux pas, c'est difficile de répondre à votre question. Moi, je suis voisin, oui. je suis congolais. Oui. Donc il y a eu aussi des Hutus qui protégeaient les Tutsis, ont eu des problèmes. D'où ma question. D'accord. Il y a eu bien sûr des Hutus modérés, ce qu'on appelle les Hutus modérés, et puis il y a eu des Hutus qui ont bien sûr très bien agi, mais il est vrai que 99% du génocide, vous le savez, concerne des Tutsis. Donc forcément, les exactions qui ont été commises contre les populations, elles ont été commises contre des Tutsis. C'est un génocide des Tutsis. Donc c'est difficile. Est-ce qu'il y a des femmes Hutus qui ont été violées? Par qui? Par les Français? Oui, par les Français. Je ne sais pas, j'ai pas eu un a priori. Non, mais c'est une bonne question. Dans le cas des camps, des deux camps de réfugiés, celui de Murambi et celui de Nyarushishi, Murambi, c'est sûr, il n'y avait que des Tutsis. Ouais, puisque quand il y a eu
la turquoise, Oui. il y a des Hutus qui sont venus au Congo. Ah, bien sûr. Bon, en passant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous savez, les Français. vous savez qu'à l'époque, les Français aidaient plutôt au passage des Hutus vers le Zaïre. Le Zaïre. Oui, à l'époque. C'est-à-dire que les Hutus qui fuyaient, et notamment tous les miliciens qui fuyaient, les membres de l'armée rwandaise qui fuyaient, Hutus, ont été plutôt accompagnés dans un corridor de défense, justement dans la zone turquoise, pour qu'ils puissent fuir le pays. Alors, est-ce qu'il y a eu des exactions envers des femmes qui fuyaient? Franchement, c'est possible. En tout cas, c'est pas celles-ci qui ont été portées à la connaissance. Comme on vous disait, c'est bien parce que ces femmes ont porté plainte qu'on s'est intéressé à cette histoire-là. On n'était pas à la recherche de femmes violées. C'était parce que nous, en tant que citoyens français, on trouvait inacceptable le fait qu'une plainte de femmes rwandaises lors d'une opération qui se voulait humanitaire n'avance pas du tout. Et donc, quand Michael m'a dit qu'il avait retrouvé ces femmes, les femmes donc qui avaient porté plainte, qui n'étaient, comme il disait tout à l'heure, que des noms sur un dossier, on s'est dit qu'il était absolument nécessaire de leur donner un visage, de leur donner une épaisseur humaine. Mais pour aller dans votre sens, si parmi ces femmes il y avait eu une femme d'origine Hutu, on l'aurait bien sûr interviewée. Enfin, on n'aurait pas fait de distinction, mais... Non, mais... Au cas où il y en avait, si vous avez pu les interviewer, non, c'est la question. Non. Parce que là, il y a des Hutus. Oui. 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 Il y a la jeune demoiselle tout au fond. Ah, pardon. Je sais pas qui. Ah, allez-y. Et après vous. En janvier 2020, avant chez nous, et en plus les gens avaient un peu peur, enfin, les gens étaient accueillants globalement, c'était une très belle expérience, mais j'ai senti comme une peur, un peu, une sorte de petite méfiance de l'étranger, enfin envers des étrangers, enfin, de l'inconnu en tout cas, pas forcément des étrangers, on était des Congolais, des Français, mais moi par exemple j'étais Congolaise, donc ça ne peut pas dire que j'ai senti une méfiance des Français en Guinée. Mais même pour moi, j'ai senti une sorte de petite méfiance, une petite... Enfin, c'était pas... Les gens étaient accueillants, mais il y avait une sorte de petite peur de l'étranger. Et moi, je voulais savoir, après, je me suis informée, les gens étaient traumatisés. Et je veux dire, comment les gens vivent maintenant. C'est vrai que ça fait des années, mais c'est quand même un événement qui a été fort. Et comment vivre, enfin, des personnes Hutus et des personnes Tutsis, comment elles cohabitent avec ce passé qui a l'air douloureux et... Comment la société s'organise autour de ça? Alors, moi j'habite au Rwanda, je suis arrivé hier soir. Pour moi, c'est une société, c'est-à-dire que c'est une société avec ses complexités. Vous pouvez tomber sur des gens, effectivement, qui ne sont pas ouverts à l'étranger. Ça dépend des régions, ça dépend des personnes, ça dépend des groupes. Des gens qui sont complètement ouverts. Les Rwandais viennent de partout. C'est-à-dire que, par exemple, ma famille, il y a tous les Rwandais qui ont vécu au Burundi, il y a les Rwandais qui ont vécu au Congo, il y a les Rwandais qui ont vécu en Ouganda, il y a les Rwandais qui ont vécu encore plus loin et qui sont revenus après le génocide. Il y a les gens qui étaient là avant 94, qui étaient là après 94. Il y a les gens qui ont fui parce qu'ils avaient tué, ils sont revenus. Mais dans tout ça, il ne faut pas oublier que 70% de la population rwandaise est née après le génocide. C'est un pays jeune, c'est un pays extrêmement jeune. La grande majorité des Rwandais ont moins de 30 ans. Donc le génocide, c'est de l'histoire pour eux. C'est de l'histoire et c'est la complexité, la difficulté pour cette génération, c'est qu'ils se construisent là-dessus. Le pays... 94, c'est l'année zéro. C'est comme si le Rwanda avait fait une nouvelle naissance en 94. Et donc, ce sont des enfants issus de cette histoire. Et ça va prendre des générations. Souvent, on dit « Oh, 30 ans, mais c'est il y a longtemps. » 30 ans, c'est hier. C'est
il n'y a pas longtemps, c'est hier, c'est là, c'est présent. Il y a des gens qui aujourd'hui ont 35 ans, moins de 40 ans, qui l'ont vécu ce génocide. Donc c'est pas comme des génocides plus lointains. Je veux dire, si on pense à l'Arménie, si on pense à la Shoah, aujourd'hui, voilà, pour l'Arménie, il y a quasiment, je pense qu'il n'y a plus de rescapés. Pour la Shoah, vraiment, il n'en reste que quelques-uns. Là, on a des gens dans la force de l'âge qui ont vécu ça. Et donc, c'est la difficulté. Et puis, bien sûr, hein, la région des Grands Lacs est encore traversée par tout ça. C'est pas comme si ça s'était arrêté. Ça, je veux dire, ça continue. L'idéologie génocidaire continue. La politique continue. Donc tout ça, ça crée de la tension. Ça crée de la tension, ça crée une situation où, pour les jeunes qui est pas évidente. Qui est pas évidente. Et je pense que voilà, faire des films, écrire des livres, discuter comme on le fait, c'est important. Continuer à questionner l'histoire, à questionner les rapports, c'est important. Le dialogue, la parole, moi j'y crois beaucoup pour pouvoir avancer sainement. Pas que les choses reviennent, parce que malheureusement on est aussi, je prends le cas du Burundi, on est aussi parfois dans des retours de l'histoire, où des crimes passés sont pas passés, et les gens ressassent parce qu'il y a eu de l'impunité. Au Rwanda, il y a quand même eu tout un travail de justice qui s'appelle les Gacaca, qui étaient les tribunaux populaires, qui a permis vraiment de libérer la parole. Mais voilà, tout ça est encore fragile et tout ça est encore en construction. Juste pour ajouter une petite chose sur ce que vient de dire Gaël, en effet, 30 ans, c'est rien. Il faut bien savoir que dans le cas de la Shoah, les gens ont parlé, en effet, dans les années 80, en fait. Dans les années 70, 80, ou 30, 40 ans plus tard. Dans les années 50, personne ne parlait. Aucun des survivants des camps nazis se sont exprimés, très très peu. Il a fallu attendre une génération pratiquement. Donc c'est aujourd'hui, si je reviens sur le Rwanda, 30 ans, c'est le temps peut-être qu'il faut, et il en faudra sûrement plus, pour que la parole vraiment se libère de plus en plus. Et il y a un travail qui a été fait par le gouvernement rwandais auprès des jeunes, dans les écoles, etc. Mais il ne suffira pas, il va falloir du temps encore pour que les gens puissent raconter. C'est simple, le génocide a eu lieu en 1994. Quelqu'un qui a vécu le génocide à l'âge de 15 ans en 1994, il a 45 ans aujourd'hui. C'est très jeune en fait. Donc les gens peuvent peut-être commencer à parler. C'est le cas de ces 3 femmes finalement. Elles ont vécu le génocide. Et donc, en plus, l'horreur une double peine, on va dire, du génocide pour ce qui les concerne, elles avaient entre 17 et 20 ans. Donc, et c'est aujourd'hui. Alors elles ont parlé au sein de la justice, et elles sont très peu, mais elles n'avaient pas parlé aussi longuement 30 ans après. Donc en effet, comme dit Gaël, c'est un long processus. Une dernière question. Moi, je me demandais, je ne sais pas s'il y a un droit spécifique qui s'applique dans le cadre d'opérations militaires, parce que là, c'est une opération militaire, mais on sent, ces crimes ont été commis, certes, par des ressortissants français, mais sur le territoire rwandais. Je pense que le Rwanda, c'est aussi un État de plein droit qui pourrait aussi être. Je me demandais si c'est vrai qu'il y a une plainte en France, est-ce qu'il y a une plainte au Rwanda, est-ce qu'il y a un travail par rapport en termes de justice au Rwanda. Et donc déjà, est-ce qu'il y a une plainte au Rwanda, est-ce que ça aboutit? Et peut-être quelle est la position des autorités rwandaises face à ces plaintes et à ces demandes? Est-ce que ça a été relayé? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très politique. On sait que les relations entre le Rwanda et la France sont compliquées. Et que ça impacte aujourd'hui aussi d'autres pays de la région. Voilà, est-ce qu'il y a eu un relais politique par rapport à ces demandes? Sur le cas de l'opération turquoise, il n'y a pas eu de plainte déposée au Rwanda. Par contre, il y a eu des rapports qui ont été faits, beaucoup de rapports qui ont été faits par le Rwanda, des rapports indépendants, des rapports gouvernementaux, mais aussi des rapports indépendants, commandés en effet aussi par le gouvernement rwandais, pour lister toutes les exactions qui avaient été commises par
par les forces françaises, les forces armées françaises à l'époque. En termes de droit, comme c'est une armée française, les plaintes, en effet, elles ont été portées à la connaissance de la justice française par les associations et par ces femmes, parce que c'est impossible de juger des militaires français au Rwanda. Déjà qu'en France, c'est compliqué. Donc, on voit mal une demande de justice rwandaise pour le cas de il n'y a pas d'accord déjà, même pour le cas rwandais, parce que par ailleurs, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le CPCR, donc le collectif des partis civils pour le Rwanda, où nous poursuivons tous les présumés génocidaires rwandais qui vivent sur le territoire français. Et même dans ce cas-là, il n'y a pas d'accord d'extradition. C'est-à-dire que même quand on dit, voilà, on a repéré un tel présumé génocidaire qui vit dans tel endroit, on constitue le dossier, la justice reçoit le dossier, et bien lorsqu'on demande une extradition, on ne l'a pas parce que la France considère encore aujourd'hui que la justice rwandaise n'est pas apte à juger ses propres ressortissants. Donc déjà dans ce cas-là c'est compliqué. Le fait de pouvoir justement porter cette parole auprès d'autorités et d'avoir éventuellement des preuves qui sont collectées, une parole qui est entendue et éventuellement une condamnation qui est prononcée, quitte à ce qu'elle ne soit pas prononcée contre les individus. C'est aussi quelque chose qui pour ces femmes. Oui, symboliquement, effectivement, ce qui se passait pour les Gachacha par exemple. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'opportunité de se rendre au Rwanda et d'aller justement à Morambi, là, donc le camp dans lequel ont été violées certaines des femmes françaises par des forces françaises, des femmes Tutsis par des forces françaises. Il y a en tout cas eu un travail fait par les autorités rwandaises, puisque au sein même du mémorial de Morambi, l'ancien camp, il y a des stèles sur lesquelles il y a marqué ici, tel général français avait la responsabilité de ce camp et est responsable du viol de certaines femmes, etc. Ça, c'est sur le justice, mais en tout cas, c'est plutôt comme ça que le Rwanda peut revenir sur ces cas-là. Et après, il y a un travail qui est fait entre Français et Rwandais, mais pas au niveau, évidemment, institutionnel, pas au niveau de la justice et pas au niveau entre associations, entre ONG, entre associations, entre chercheurs, pour établir les vérités. Et je voudrais, comme je sais qu'on approche de la fin du débat, de la discussion, c'est simplement que cette histoire, comme je le dis en préambule, c'est pas simplement l'histoire de Jeanne Concessa et Prisca, c'est notre histoire, à nous en tant que citoyens français. C'est que fait notre armée française en Afrique, comment se comporte-t-elle. Et ça a une incidence terrible sur nos vies à nous, parce que demain vous voyagez, demain vous rencontrez des gens, et bien en tant que Français, vous êtes aussi porteur des valeurs que propage votre pays. Et donc la justice en fait partie, c'est-à-dire que une vie africaine vaut autant qu'une vie française européenne. Et c'est pas normal que des choses comme ça se passent, surtout dans le cadre d'une opération, parce qu'on sait bien que de toute façon, quand il s'agit des femmes, des viols, la justice n'avance jamais. Même en France, on voit très bien qu'il y a énormément de problèmes à ce niveau-là. Mais là, il s'agit non seulement d'un génocide, d'une mission sous égide des Nations Unies, humanitaire, et rien n'est fait. Donc vraiment, c'est notre histoire. C'est en ça que, pour moi, c'est pas que très bien, ces femmes ont vécu ça et elles doivent vivre avec. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans notre société française? Est-ce qu'on peut réclamer des comptes à notre armée? Voilà, c'est tout simplement. Et je vais ajouter quelque chose sur l'armée française et sur le film. Deux choses. Le film a été diffusé en avril dernier sur Arte. Avant la diffusion, on a reçu un courrier des anciens généraux de l'opération Turquoise demandant à Arte et à nous-mêmes de ne pas diffuser le film. Donc il y a eu une lettre qui a été envoyée au président d'Arte, que le président d'Arte nous a fait parvenir. Et donc c'était l'avocat de l'association des anciens de Turquoise
qui sont des vieux généraux, mais qui ont des ramifications encore aujourd'hui au sein de l'armée, bien sûr, parce que vous savez comment ça fonctionne. C'est des généraux capés, donc ils connaissent tout le monde au sein de l'armée. On nous a dit, ils n'avaient pas vu le film, mais ils nous ont dit que si jamais le film, parce qu'ils avaient entendu parler du film, si jamais le film portait atteinte à l'image et à l'honneur de l'armée française et de l'opération turquoise, ils allaient faire un référé. Donc on a dû quand même prendre une mesure, c'est que exceptionnellement le film n'a pas été montré, n'a pas été diffusé sur Internet avant d'être diffusé à l'antenne. D'habitude Arte diffuse sur Internet et ensuite à l'antenne. Là, le film a été directement diffusé à l'antenne pour empêcher le référé. Finalement derrière, il n'y a strictement rien eu. C'était juste une intimidation, en tout cas une volonté d'intimider, mais ça veut dire que ça gêne encore cette histoire. Pourquoi elles ont fait ça? Pourquoi elles ne se sont pas tues, tout simplement? L'honneur de la France ou de l'armée française, c'est une chose. Mais enfin, le mieux, c'est se taire quand c'est comme ça, au lieu de faire presque de l'anti-pub pour eux. Il a été présenté à quelle heure? À 18h, oui, c'est bien. 18h35. Je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué pour des institutions de mettre... comment dire, il y a 10 ans, ces femmes, quand elles sont venues porter plainte, déposer plainte en France, il n'y a eu quasiment pas de presse, et ça n'intéressait personne, et en plus, l'armée le disait, enfin il y a plein de généraux qui me parlaient en disant ce sont des menteuses. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui avec les mouvements qu'il y a eu au niveau international de libération de la parole des femmes, de MeToo, qu'une institution publiquement puisse remettre en question la parole de plusieurs femmes qui accusent. Donc voilà, je pense que leur stratégie, ça a été de se dire, de toute façon, on ne va pas jouer au jeu de ce qu'elle raconte, c'est bidon, on va plutôt se taire. Et d'une certaine façon, ça marche encore mieux. Et une dernière chose sur parce que avant ce film, moi j'avais enquêté sur la responsabilité du militaire français de l'opération turquoise dans les exactions et dans la collaboration avec le régime génocidaire. Et j'avais posé la question, avant même ce film, avant même d'avoir l'idée de ce film, à un des responsables du camp de Mourambi, le général Hogar, le colonel Hogar. Il est assez connu, il a écrit dans ce milieu-là, il a écrit des bouquins, etc. Il m'avait dit, moi j'étais responsable de ce camp, s'il y avait eu quelqu'un qui avait violé une femme, je l'aurais pris et c'était terminé. Alors il y a eu peut-être derrière moi une brebis galeuse. Mais c'est tout, franchement. Et moi, la seule exaction que j'ai vue, c'est des vols de bière. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, et c'est ce qu'ils ont dit à la justice. Merci Gaël. Poursuivre les discussions ou en ouvrir d'autres. On peut se retrouver, enfin, ou aller tous ensemble à la galerie de l'écomusée, où du coup on va inaugurer l'exposition Le mal dont on ne guérit pas, en présence du dessinateur Damien Boudot. Voilà. J'espère à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.